Comment ça va? Comment allez-vous? Eh bien, allons-y avec les informations, parce qu'il y a des signes assez évidents que 2026 va vraiment être une année, 2026, avec un phénomène El Niño assez puissant qui va apporter des phénomènes, qui va vraiment apporter des phénomènes. Il se peut que nous ayons des records de température jamais vus auparavant à l'époque moderne. Alors soyez attentifs aux signaux, attentifs à ce qui se passe concernant le climat. Merci de partager, merci d'être ici, mettez un like, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, un grand merci à toute la communauté qui nous regarde en direct. Écoutez et regardez. Il y a plusieurs sujets qu'on nous a posés récemment. Quel temps fera-t-il ou comment sera le climat pour 2026? Comment sera la situation? Comment sera le climat? Évidemment, c'est important, car certains planifieront même leurs vacances, ou même leurs affaires, leurs entreprises, peu importe ce qu'ils font, c'est évidemment une préparation qu'il faut prendre en compte. S'il pleut beaucoup ou qu'il fait très chaud, etc. Non, eh bien la question est sans que ce phénomène, ce rapport, pourrait, selon ce qu'il rapporte, battre tous les records climatiques. Nous allons parler d'ailleurs aussi dans cette même émission de ce qui se passe aux États-Unis. Avec les vagues de froid au Japon, que se passe-t-il en Europe et ailleurs dans le monde? Alors préparez votre café pendant que vous écoutez, pendant que vous êtes ici avec nous, en train de nous accompagner. Merci d'être ici. Si vous êtes en train de manger, profitez de ce que vous mangez, de ce que vous dînez là-bas en Espagne. Un grand merci. Et pour ceux qui regardent en différé, laissez votre commentaire. Aussi. Ce serait génial de savoir ce que tu attends pour 2026. En ce qui concerne le climat, comment te prépares-tu à cela? Comment te prépares-tu pour être prêt? Comment être préparé face aux conditions climatiques extrêmes? Il y a plusieurs signes. Tout d'abord, en janvier, des vents inhabituels ont été enregistrés dans le Pacifique occidental, ce qui indique qu'il y a une formation imminente d'un nouvel épisode El Niño, l'un des phénomènes climatiques les plus influents de la planète. Les rafales poussent également des masses d'eau extrêmement chaudes du sud de Guam vers l'Amérique du Sud, modifiant des schémas océaniques clés et déclenchant les alertes des experts internationaux. Selon le Centre européen de prévision météorologique, ce nouveau phénomène pourrait dépasser celui de 2024 et 2025 et faire de la période de 2026 à 2028 la plus chaude jamais enregistrée. L'impact serait mondial, ce n'est évidemment pas un impact uniquement pour les États-Unis ou le Mexique. Ce n'est pas un impact qui ne sera visible qu'en Asie du Sud, en Océanie ou en Asie. L'Australie et toute cette région signalent des déplacements d'eau chaude. Ces rafales poussent des masses d'eau extrêmement chaudes du sud de Guam, vers l'Amérique du Sud. Comme je vous le dis, où est-ce que cela se passe? Selon le Centre européen de prévision météorologique, ce phénomène pourrait être assez sévère. El Niño commence dans le Pacifique, et ses effets, comme les pluies, les sécheresses, les pluies intenses, la perturbation des saisons, s'étendent sur toute la planète. Ils affectent l'agriculture, la santé publique et les écosystèmes, surtout la mer. Le danger pour la biodiversité augmente le risque de blanchissement des coraux et d'autres problèmes. Non, évidemment, mais regardez comment El Niño va affecter la situation. Selon ce qui est rapporté, cela provoque ou génère une plus grande fonte de la glace arctique et de l'Antarctique, augmentant le niveau de la mer à long terme. Mais regardez quel est l'effet, disons, direct sur les États-Unis. Par exemple, il y a des changements dans le courant de jet et des modifications des pluies, des tempêtes et des ouragans plus puissants. On s'attend à une saison des ouragans qui, d'un côté, sera moins active. Dans l'Atlantique, s'ils pensent qu'il y aura moins d'ouragans, c'est probable, mais ils seront plus puissants. Et du côté du Pacifique, il pourrait y en avoir au contraire plus d'ouragans, dans ce cas un plus grand nombre. Cela devra être confirmé plus tard. Pour l'instant, c'est ce que l'on pense selon Kevin. Troubetch affirme que l'accumulation de gaz à effet de serre fait qu'il n'y a pas assez de temps pour refroidir le système climatique. Entre le phénomène El Niño et le suivant, les récentes rafales ont généré des ondes de Kelvin, des vagues océaniques qui deviennent de plus en plus profondes vers la chaleur, en provenance d'Amérique du Sud. Par exemple, nous voyons que dans certaines régions, on remarque comment dans la mer, on observe des phénomènes qui étaient déjà visibles depuis 2015. Par exemple, voici une image de 2015 montrant comment des températures se formèrent dans l'océan.
des températures océaniques plus chaudes que d'habitude à cette époque. Ce schéma commence à être observé en ce moment. Lorsque l'on commence à observer des phénomènes comme celui-ci, où l'on voit qu'il y a une zone, disons, de l'océan très chaude, on peut même déjà l'observer dans l'Atlantique. Cela va avoir un effet sur la fonte et donc possiblement sur la moque. C'est un autre sujet dont nous parlerons plus tard. En attendant, passons à un autre de ces signaux, le cas de l'enfant, pour que ce soit plus clair. Avec cela, il a tendance à provoquer moins de pluie dans le nord et le centre du Mexique, par exemple. Cela aggrave, par exemple, les sécheresses aux États-Unis. En particulier dans le sud de la Californie, au Texas, en Floride, il peut y avoir plus de pluie et d'inondations. A l'inverse, El Niño provoque une augmentation des températures de base pour l'été. On prévoit par exemple qu'il y aura des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, en particulier dans les zones urbaines et aussi dans les zones désertiques. Un autre sujet est la saison des ouragans que nous observions déjà, n'est-ce pas? Mais dans l'Atlantique, elle est moins active. Mais s'ils se produisent, ils pourraient être plus destructeurs, plus puissants, moins nombreux, je veux dire moins en quantité, mais plus puissants en intensité. Les courants de jet qui guident les tempêtes et les fronts froids sont également perturbés pendant El Niño. Cela provoque des fronts froids plus erratiques, affectant donc l'hiver qui suit, c'est-à-dire celui de 2026-2027. Il sera plus erratique, disons, aussi bien dans les États que dans la partie nord du Mexique, surtout. On s'attend à une augmentation de l'activité cyclonique dans le Pacifique oriental, affectant Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Basse-Californie du Sud, surtout avec des tempêtes plus fréquentes et plus intenses. Alors, amis de cette région, eh bien, cette année, il faut aussi se préparer dès maintenant. N'est-ce pas? Prévention, avant tout, ou mais ce que beaucoup font habituellement. Ici, à notre arrivée, nous avons vécu 4 ans sur la côte et commencions à nous préparer dès l'hiver pour potentiellement cet ouragan. Et si finalement il ne se passait rien, tout ce que tu achetais en plus chaque semaine, regarde, quelques boîtes de thon en plus que papier toilette, je ne sais pas à quoi tu penses ou ce dont tu pourrais avoir besoin. Et quand la saison arrivait, tu avais une petite boîte et tu avais quelques extras, disons, tu ne les utilisais pas. La saison des ouragans passait et tu les réutilisais, parce que c'était des choses non périssables. Oui, des piles, ce genre de détails. Donc entre la nourriture et les articles dont on peut avoir besoin. Et oui, c'est vrai, on dort plus tranquillement. Nous n'avons jamais eu la chance de ne pas avoir un ouragan assez grand pour devoir l'utiliser en cas d'urgence, mais la petite boîte était là. Et cela, c'était grâce à des amis qui étaient de la région ou qui y vivaient depuis de nombreuses années. Et ils disent qu'il faut se préparer, même dans la préparation. Ils recommandaient toujours d'avoir un peu d'argent liquide, juste un peu, n'est-ce pas, mais quelque chose qui puisse te sortir d'une urgence, qui complète. Peut-être un plein d'essence au cas où tu devrais évacuer et que tout à coup, les cartes ne fonctionnent plus. Alors ils te vendent de l'essence, mais en liquide. Donc oui, avoir un peu d'argent liquide, ce n'est pas de trop pour envisager une éventuelle évacuation. Le sud et le centre des États-Unis, comme vers l'Oklahoma, le Kansas et même le Texas. En général, les phénomènes El Niño entraînent moins de tornades, ce qui est donc positif. Dans ce sens, moins de tornades, il semble, c'est en quantité, ce qui augmente en revanche. Par exemple, dans d'autres régions comme la Géorgie, l'Alabama, le Mississippi, il y a plus de tornades, donc certaines régions ont tendance à en avoir moins, tandis que d'autres ont tendance à avoir plus de tornades. Aussi, on s'attend à une augmentation cyclonique dans le Pacifique, comme je vous le dis. Cela a un impact, par exemple, sur la réduction des pluies qui peut affecter certaines régions des États-Unis et du Mexique, ce qui peut avoir des conséquences sur les cultures. Par exemple, dans les deux pays, les changements d'humidité et de chaleur diminuent la productivité agricole, en particulier pour la canne à sucre, le blé et le maïs. Cela provoque aussi une hausse des prix et une insécurité alimentaire locale. La même combinaison de chaleur extrême et de sécheresse peut déclencher la saison des incendies, surtout dans l'ouest et le sud-ouest des États-Unis. La Californie ou l'Arizona, par exemple, des parties du nord du Mexique. Augmentation également des maladies respiratoires et des vecteurs.
Le changement de température et d'humidité pourrait accroître les maladies des respiratoires et transmises, y compris celles transmises par les moustiques, comme la dengue ou le Zika. Et tout cela, c'est plutôt vers le sud du Mexique et la Floride. Pendant El Niño, les conditions climatiques sont plus imprévisibles à court terme. Les météorologues des deux pays doivent ajuster leurs modèles et rester en alerte face aux changements rapides du climat. Donc ce genre de choses, ce genre de phénomènes, eh bien cela fait penser que les cartes et les mises à jour météorologiques sont d'autant plus pertinentes, car le climat réserve constamment des surprises. Alors faites très attention à ce sujet, cette année va être très intéressante en ce qui concerne le climat. Et en parlant de cela, sachez qu'il y a plusieurs sujets dont je veux vous parler. Il y a une alerte environnementale massive aux États-Unis. Allons dans le détail de ce qui se passe. Des milliers de résidents en Alaska, en Pennsylvanie et en Alabama, 3 États très différents, disons-le ainsi. Aux États-Unis, on a averti aujourd'hui de ne pas sortir de chez eux en raison de niveaux de pollution de l'air malsains. Ceci a été détecté par l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, et le Service météorologique national, la NWS. Les menaces proviennent des particules PM2,5. Ce sont une partie de ce qui se passe en ce moment, et aussi de ce vers quoi cela tend. Les zones de Fairbanks en Alaska, Liberty Clayton et la vallée de Sukina en Pennsylvanie, Decorah et Coleman en Alabama. L'indice de qualité de l'air a atteint les catégories orange, à risque pour les groupes sensibles, et rouge, malsain pour tout le monde. Dans certains cas, les recommandations sont strictes, surtout pour les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies respiratoires et cardiaques. Il leur est conseillé d'éviter les activités en plein air et de rester dans des espaces fermés. Les écoles, les centres communautaires et les hôpitaux ont également commencé à modifier leur routine et à suspendre les activités en plein air. Il est conseillé d'avoir des médicaments à action rapide à portée de main et de surveiller des symptômes tels que l'essoufflement ou des douleurs thoraciques. La plateforme officielle Air No Governor affiche également en temps réel la pollution et les alertes. Et tu vas sur le site, tu entres ton état, par exemple ici l'Alabama, et ensuite tu regardes là. Eh bien la qualité de l'air, selon la zone à Birmingham par exemple, est modérée. La prévision est là. La prévision météo pour aujourd'hui mardi sera de 62 particules 2,5, donc de niveau modéré. C'est-à-dire, ce n'est pas une bonne condition, mais ce n'est pas non plus extrêmement mauvais, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se présente, du moins pour aujourd'hui. Il y a des zones vertes, par exemple là à Montgomery, oui, au pavillon aussi ça a l'air bien, mais vers Tuscaloosa, on voit que c'est un peu mauvais, l'ambiance est un peu mauvaise. Si on regarde, voyons, montons un peu plus haut, allons à New York, non, voyons, c'est New York, pas l'Est, entrons à New York, voilà, tout est en vert, presque tout en vert, là il y a un jaune, jaune, vert, vert, jaune, jaune, un peu de tout. C'est-à-dire c'est très différent, disons simplement, comme si la moitié, à peu près la moitié, est en jaune, non? Et ensuite, tu peux regarder état par état, tu peux choisir celui que tu veux, non? C'est-à-dire, si tu veux voir Porto Rico lui-même, ou bien la Pennsylvanie, non, etc., là, tu peux l'observer, en Pennsylvanie. En ce moment, ils ont des problèmes. Ce n'est pas l'un des États qui ont des problèmes. Dans certaines zones, les particules sont un peu plus intenses en ce qui concerne les polluants. Nous avons cela ici au Mexique, dans certaines villes. Surtout pour voir l'impact que cela peut avoir, dans le quotidien des personnes. N'est-ce pas là, les écoles, les centres communautaires, les hôpitaux, modifient leur propre routine, surtout pour les activités en plein air. Il n'est pas suggéré d'avoir des médicaments à action rapide sous la main et de surveiller des symptômes comme l'essoufflement et la douleur thoracique, disent-ils. Mais bon, c'est comme ça. Les sources possibles de pollution, ce sont les usines, les incendies de forêt, la poussière des routes non pavées. Les conditions météorologiques actuelles favorisent une seule accumulation de couches basses dans la basse atmosphère et génèrent cette pollution. Le département de la protection de l'environnement de Pennsylvanie a déjà émis l'alerte code orange pour les comtés de Dauphin, Lebanon, York, Lancaster et Cumberland. Voilà la situation, donc soyez attentifs à cette alerte. D'un autre côté, en parlant de choses liées au climat et tout ça, il y a eu des chutes de neige impressionnantes au Japon,
Il y a déjà 46 personnes décédées. Ces chutes de neige au Japon sont vraiment impressionnantes. Au moins 46 personnes auraient perdu la vie selon les derniers rapports. Les chutes de neige sont hallucinantes. Regardez, il y a même des endroits où il est impossible de marcher. C'est bien que tout le monde collabore. Avec leurs machines et pelles, il ne reste qu'à mettre la neige de côté, car il n'y a pas d'autre solution. Regardez ce monsieur à gauche qui se fait un petit chemin, sûrement pour pouvoir sortir de là où il se trouve. Et voilà, eh bien, c'est le problème. Dans certaines régions, surtout dans les zones montagneuses où vivent beaucoup de personnes très âgées, le bilan a été terrible. 46 personnes sont décédées à cause d'incidents liés aux fortes chutes de neige qui touchent le pays. Cela depuis le 20 janvier, même si cela dure déjà depuis plusieurs jours. Mais depuis le 20 janvier, on rapporte ces images hallucinantes, n'est-ce pas? La réalité des couloirs et comment tout devient blanc. Selon l'agence des catastrophes, on ne signale pas seulement des décès, mais aussi 558 personnes blessées. Eh bien, il y a des zones dans les forêts qui sont impressionnantes. Il y a des gens qui font des sports de neige, donc ils sont ravis, je suppose. Moi, eh bien, je ne sais pas. Je trouve ce sujet déjà très extrême, mais bon, passons à quelques détails, des données importantes. C'est sûr que rapporter cela a été cette situation, donc aussi, cela n'a pas empêché que les élections puissent avoir lieu. Le week-end dernier, les chutes de neige ont compliqué l'accès au centre de vote dans plusieurs régions, mais apparemment, cela a pu être résolu. La préfecture de Niigata enregistre le plus grand nombre de décès. 17 à Akita 9, personnes sont décédées à Kamagata, 5 à Hokkaido, 5 à Mori, 5 à Iwate et 1. La plupart de ces zones sont situées au nord. Le phénomène climatique est lié à la zone de convergence des masses d'air polaires qui viennent de la mer du Japon. Cela a provoqué, vous savez, des tempêtes, et cela se répète encore et encore. Il y avait une chute de neige, puis 30 pouces, puis une autre chute de neige, et encore une autre, et ainsi de suite, ça s'est accumulé. Le fait est que le printemps arrive déjà. La tribu d'oreilles de sel de rapide. Maintenant, cela va leur causer des inondations. Ces inondations où il ne pleut pas sur Bharat, parce qu'ils ne peuvent plus absorber autant de neige fondue. La vague hivernale a dépassé les chiffres de mortalité des dernières années dans le pays. Rues bloquées, population isolée, toits effondrés, cela a obligé les équipes de secours à redoubler d'efforts. Évidemment, dans les zones les plus touchées, la participation électorale a pu être quelque peu réduite à cause des zones affectées, mais il y a quand même eu, quoi qu'il en soit, une participation. Parmi les tempêtes qu'a connues le Japon, qu'ils ont eues en Russie, mais aussi en Espagne avec les tempêtes en Russie, également avec les chutes de neige en Ukraine, en Sibérie, dans toutes ces régions. Elles ont frappé fort. En Chine, également une partie de la Chine, une partie de la Corée du Nord, qui ont eu des chutes de neige très abondantes. Cela aussi a été l'un des aspects intéressants de ces derniers jours. Abordons d'autres sujets importants. Allons maintenant à New York, c'est-à-dire tout de suite, c'est-à-dire à New York aussi. Eh bien, nous avons vu cela depuis à peu près le Nouvel An. On ne voyait pas les chutes de neige et l'accumulation de neige à différents endroits, mais récemment, il y a eu aussi d'importantes chutes de neige. Maintenant, lors de cette vague de froid, la vague de froid qu'ont connue les New-Yorkais, elle a aussi été terrible. Selon les rapports, 17 personnes auraient perdu la vie. Hier, nous vous disions que le département de la santé avait confirmé cela, la plupart à cause de l'hypothermie. Le Service national de météorologie a informé que le front arctique s'éloigne déjà, même si les températures vont rester basses pour les prochains jours. Il y a un renforcement des mesures, comme nous vous l'avions déjà dit hier soir, et cela sera aussi important. Qu'est-ce qui nous attend et quel est le rapport pour les prochains jours ? Merci de nous suivre si tu nous regardes sur YouTube, si tu nous regardes sur Facebook, je te remercie énormément. Nous y sommes aussi, évidemment. Un grand merci d'ailleurs à la communauté qui nous a permis de beaucoup grandir dernièrement. Sur Facebook, nous avons dépassé, si je ne me trompe pas, nous avons déjà dépassé les abonnements sur YouTube, tu te rends compte, rien que ça.
Oui, ça nous surprend beaucoup parce qu'on était largement au-dessus sur YouTube par rapport à Facebook. Soudain, les gens se sont aussi connectés là-bas et on apprécie vraiment cela. Nous sommes sur TikTok, nous sommes aussi sur d'autres réseaux, évidemment Twitter, etc. Bon, pas Next, mais principalement, vous savez déjà, non? Là où il y a de la vidéo longue, là où on peut mettre de la vidéo longue, là où on peut diffuser, c'est là que ça nous plaît le plus. Être reconnaissant envers ceux qui nous envoient enfin des super chats étoiles, pas des petites étoiles. Là-bas sur Facebook, on apprécie vraiment tout ce soutien, votre abonnement aussi, c'est vraiment apprécié. Non, suivez-nous là-bas, s'il vous plaît, et mettez un like, non? Ce serait ça. Un grand merci à toute la communauté. Et maintenant, que se passe-t-il? Vous vous inquiétez pour la température dans les prochains jours? Allons-y jour par jour et voyons surtout où se trouve la partie hivernale. Non, c'est que, allons-y, l'Amérique du Nord, disons-le. Non, ici dans le Sud, on vit un été qui a été, intense, surtout en ce moment. Ces derniers jours, il a fait très chaud là-bas, en Argentine, dans le sud de la Bolivie, et au Paraguay, ils ont eu des températures vraiment extrêmes. N'en parlons même pas, bon, mais si on passe à la partie hivernale, comment ça va être quand le froid va arriver? Regardez. À partir de ce soir, ce froid va commencer à s'étendre vers le centre des États-Unis. Même un facteur peut faire varier les températures, par exemple vers Chihuahua. Mais pour le 11e jour, le phénomène va continuer à se déplacer davantage vers l'ouest. Le 12e jour, le 13e jour, on voit comment le froid reste très stable au Mexique, même dans le sud des États-Unis. C'est assez relatif, par exemple, au Texas. Ils auront des températures moyennes entre 19 et 8 degrés. Très agréable. Et c'est ça le plus froid, hein? Parce que, par exemple, le 13e jour, regardez, 15 degrés dans la journée, 29 degrés dans le sud, au Texas, pareil pour le nord-est du Mexique. Et regardez, tu sais quoi? On commence déjà à ressentir une ambiance plus printanière. J'insiste, ça reste l'hiver, n'est-ce pas? Et il peut y avoir des surprises. Pour le 14e jour, le froid va commencer à arriver de façon plus intense. Et là, les températures vont vraiment baisser. À Chihuahua, les températures chuteront à plusieurs degrés sous zéro. À partir de la nuit du 14 au 15, c'est là que le froid va se faire sentir, donc pour le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Colorado, le Wyoming, l'Idaho, l'Utah, le Nevada, la Californie. Au nord, surtout dans la partie centrale, ils auront des températures froides, voire des gelées à certains endroits. Faites attention à cela, car cette vague de chaleur qui vient du côté du golfe du Mexique nous aide ici, à Monterrey. Cela permet d'équilibrer un peu toute cette situation. Pour le 14, pas janvier, mais février, pardon, le jour de l'amour et de l'amitié, il ne fera pas vraiment bon, n'est-ce pas? La température, apparemment, maintenant, regardez ce qui se passe à partir du 20 et quelques, n'est-ce pas? Si on avance un peu, 15, 16, 17, 18, n'est-ce pas? Georges, on ne voit pas, mais regardez ceci de ce côté-là, n'est-ce pas? 19. Il fait très froid vers le Canada et le nord-est des États-Unis, mais il fait très chaud pour le nord-est du Mexique. Voyez-vous des températures vraiment chaudes? On parle d'une vague de chaleur intense. Et cela a peut-être déjà à voir avec la façon dont sera ce printemps, non? Malgré tout, pour le 21, les températures redescendent, surtout dans la partie ouest du Mexique et des États-Unis. Le 22, regardez comment les températures baissent dans toute cette zone, et pour le 23, elles baissent encore plus vers le Mexique. Maintenant, pour le 24, là je m'avance déjà beaucoup. Il se pourrait qu'une autre forte vague de chaleur arrive à nouveau au Mexique. Et ça, c'est intéressant. C'est une vraie guerre, non? Entre le froid et la chaleur. Évidemment, c'est dans cette zone qu'on voit le plus ce phénomène. Et c'est aussi là que commencent les phénomènes de tornades, dans tout ce couloir à tornades. Nous allons sûrement commencer à recevoir des nouvelles à ce sujet, non? Mais bon, entre le froid et la chaleur extrême, nous serons là, au cœur d'un printemps très intéressant en termes de changement de température, mais c'est aussi une partie de ce que l'on vit à cette période de l'année. À partir de l'été, une fois que le printemps sera bien installé, vers le mois de mars, quand il sera bien en place. Je pense, et aussi d'après les informations que nous avons, que ce sera un printemps très chaud. Vraiment très très chaud. Ou de ceux qui ressemblent à l'été, probablement. C'est aussi ce à quoi on peut s'attendre. Et bon, tout à l'heure, on continuera à commenter, à discuter de ce qui se passe.
Nous faisons des mises à jour en direct toute la journée. Merci de liker et de vous abonner si vous nous regardez, en direct ou en différé. Merci beaucoup pour tes commentaires. Passons donc à d'autres sujets importants et merci à ceux qui ont commenté ici en direct, merci beaucoup. Le soir, nous avons déjà bien discuté, mais ici, je vous tiens au courant de ce qui se passe. Merci à tous pour votre soutien, on se retrouve dans un instant.